Les planchers dalles pleines sur pédale. Dans le cas d'organisation spécifique d'un chantier, nous pouvons être amenés à réaliser un stockage de pédales. Quelques précautions sont à prendre. Une zone plane et bien stabilisée est aménagée. Il y a deux types de calage. L'un pour les pédales en béton armé, l'autre pour les pédales en béton précontraint. Voici un empilage de pédales en béton armé de 5 mètres de long. Le poids doit être bien réparti. Les cales se superposent à l'aplomb et doivent être plus hautes que les boucles de levage. Voici un empilage de pédales en béton précontraint de 5 mètres de long. Le calage est réalisé aux extrémités et à une distance de 50 cm maximum. Ici, les cales sont mal positionnées. La pièce précontrainte casse en partie supérieure. La pièce précontrainte est fragile dans les phases de manutention. Cela est dû à la conception de fabrication. Les torons d'acier sont tendus sur le banc de préfabrication. Le béton est coulé. Les torons d'acier sont situés dans la partie inférieure. Une fois le béton durci, la traction des torons est supprimée. Deux phénomènes apparaissent. Les aciers se raccourcissent et compriment la zone inférieure. Une contre-flèche apparaît. La zone supérieure se trouve en traction. Toute manœuvre amplifiant cette traction provoque la rupture de la pédale. La rase est vérifiée. La qualité de l'appui est contrôlée. Rien ne doit gêner la pose des pédales. Voici la partie supérieure du voile. Ici, la rase est à la bonne hauteur. Les pédales reposent correctement. Ici, la rase est trop haute. Le mur est repiqué. Le repiquage du mur n'assure pas une rase nette. Ceci oblige la pose d'un coffrage. La rase est trop basse. Un coffrage est mis en place. Dans le cas de plancher avec pédale, il n'existe que la filière primaire. Le contreventement est indispensable. Même dans le cas d'une petite portée, le contreventement est indispensable. L'utilisation de la tour-échelle améliore la stabilité et facilite la mise en œuvre. Dans le cas d'une prédale en béton armé,
La répartition des filières et l'espacement des étais sont calculés en fonction de la portée de la prédale et du poids total du plancher. Ici, 2 filières suffisent. Ce plancher plus épais nécessite 3 filières. L'utilisation de prédales en béton précontraint limite le nombre des filières. Dans ce cas, la position des filières est définie par le fabricant. Les filières sont réglées avant la pose de la prédale. Les prédales sont livrées dans l'ordre de pose donné par le chef de chantier. Les protections de sécurité sont mises en place avant l'élingage. La prédale est repérée par une étiquette. L'ouvrier contrôle le numéro avant l'élingage. Un contrôle visuel permet de détecter les éventuels défauts de scellement. La prédale ne doit pas présenter de fissures. Les balèvres restant autour des aciers sont enlevés. Voici les boucles de levage et de fixation de sécurité. Le palonnier doit correspondre au type de prédale. Il doit être vérifié annuellement par un organisme de contrôle agréé. Toutes les boucles prévues pour le levage doivent être utilisées. Pendant la mise en tension du palonnier, l'ouvrier surveille que les câbles se mettent en bonne position. La traction doit être équilibrée. Ouais, c'est la bonne. Hein. La prédale est orientée dans le sens de pose. Les garde-corps sont enlevés. C'est bon là, Jean-Marc? Oui, ça va. Bon, je vais faire descendre. La prédale est guidée. C'est bon pour moi? Moi aussi. Voici la pose d'une prédale sur 2 voiles. Les appuis sont répartis de manière identique.
Dans le cas de pose de prédale sans filière, l'appui est de 4 cm minimum. La grue est libérée. Les sécurités complémentaires sont installées. La mise en place des escaliers à l'avancement facilite l'accès au plancher et améliore les conditions de travail. Les réservations, les départs d'acier, les défoncés sont implantés. Les aciers de couture assurent une liaison entre deux prédales et évitent les fissures. Les gaines électriques et les fourreaux sont posés. Les chaînages sont mis en place au droit des voiles. Les aciers de renfort sont mis en place. La position des chapeaux est importante. Les zones de traction se situent au droit des appuis, ici en rouge. Les chapeaux sont positionnés dans cette zone. Avant le coulage, un contrôle est effectué sur l'ensemble de l'étaiement et sur la planéité de la sous-face. Les cueillis sont traités avec un mortier de ragréage avant le coulage du béton. Le bétonnage. Avant le coulage, le matériel est approvisionné. Le fonctionnement de l'aiguille est contrôlé. Le laser est réglé sur le niveau de référence. Un contrôle visuel permet de vérifier que tout est en ordre. Dans le cas d'un plancher sur prédale, la prédale est arrosée abondamment avant le coulage pour améliorer l'adhérence entre les deux bétons. La consistance du béton est définie à la commande et permet une mise en œuvre sans rajout d'eau. Tout rajout d'eau sur chantier est interdit, car il réduit la résistance du béton. Voici un plancher qui vient d'être coulé avec un béton trop mouillé. La ségrégation apparaît. Les agrégats les plus lourds descendent. L'eau remonte en entraînant le ciment et les agrégats les plus fins. Cette ségrégation fait perdre de la résistance au béton. Pendant la prise du béton, l'excès d'eau entraîne un retrait important. Du faïençage et des fissures apparaissent. L'excès d'eau reste en surface. Après évaporation, il ne reste plus que le ciment. Ce phénomène s'appelle le farinage. C'est une gêne pour le collage des revêtements. Pour connaître la résistance du béton, 3 éprouvettes sont remplies. Ces éprouvettes sont envoyées au laboratoire pour contrôler leur résistance à la compression. Ici, l'essai est effectué sur une éprouvette de section carrée.
Voici deux éprouvettes. Ce béton n'a pas eu de rajout d'eau. Le béton de cette éprouvette a eu un rajout d'eau sur le chantier. L'éprouvette ayant eu un rajout d'eau s'écrase avant la résistance souhaitée. Le béton est réparti en quantité nécessaire et en épaisseur constante. La vitesse de coulage doit être maîtrisée pour ne pas déplacer les réservations et les aciers. Le niveau de nivellement du béton est dégrossi avec le râteau. Cette phase de travail doit être la plus précise possible. Elle évitera de déplacer le béton après le coulage. L'aiguille est tirée horizontalement dans le béton pour les surfaces courantes. Un soin particulier est apporté à la vibration des clavetages, nœuds, poutres et chaînages. Voici un plancher avec une poutre incorporée. Le vibreur est glissé sous le chapeau. Le vibreur est glissé verticalement dans la poutre. Les points de repère sont réglés au bon niveau. Ces points de repère quadrillent la surface à régler. Des nus sont réalisés en utilisant les points de repère. Le dressage de la dalle est guidé par des nus. Cette opération est facilitée si le dégrossi du nivellement est soigné. Le surfaçage commence par les bords et se termine par le centre des travées. Un soin particulier est apporté à la finition autour des réservations. Après coulage, un contrôle visuel permet de s'assurer que tout est en ordre. Les coulures de béton sont enlevées sur les murs et sur le matériel de coffrage. Le matériel de coulage est nettoyé. La membrane plastique du contacteur est nettoyée pendant que le béton est frais. Le décoffrage et les finitions. Avant de commencer le décoffrage, le chef d'équipe contrôle la prise du béton. Voici un plancher dalle pleine. Ici, le béton n'a pas fait sa prise. Le desserrage de l'étaiement provoque la déformation du plancher. Le béton descend sous son propre poids. Des fissures apparaissent, pouvant aller jusqu'à la rupture. Le béton atteint la résistance nécessaire au bout de 28 jours. Un étaiement assure le maintien de la dalle pendant cette période. Au bout de 28 jours, le béton et les aciers sont solidaires. Le béton résiste à la compression.
Ici, les zones en bleu. Les aciers résistent à la traction. Ici, les zones en rouge. L'étaiement de maintien reprend le poids du plancher, des surcharges et de l'étaiement de la dalle supérieure. Ici, les descentes de charge sont symbolisées par les flèches. Non, Jean-Marc, non. Faut le mettre ici. Faut le mettre au fond là-bas, s'il te plaît. Pas au milieu. Là-bas, Louis. Au fond là-bas. Il est déconseillé de poser des charges lourdes au milieu de la dalle. Il est préférable de stocker le plus près possible des points d'appui. Jean-Marc, tu mets une file d'étai là au milieu avant de décoffrer. D'accord. L'étai est positionné d'aplomb. L'étai est serré à force. Les vérins de fourche sont desserrés. Les filières secondaires sont déposées. Les poutrelles primaires sont déposées. Les plaques de contreplaqué sont soutenues par les étais. Le chariot lève-plaque facilite la manutention, préserve les plaques des chocs. Les clous sont arrachés. L'utilisation d'un chariot facilite la manutention. Les coffrages de réservation et les joues de plancher sont enlevés avec précaution pour permettre leur réemploi. Les réservations sont protégées contre les risques de blessures ou de chute. La zone est nettoyée. Voici un autre système qui facilite le décoffrage. Dans ce cas, la dalle est soutenue par le même étai. Dans le cas de prédale, l'étaiement de maintien est nécessaire. Les filières sont enlevées. La planéité de la sous-face du plancher est contrôlée visuellement. Tout défaut est signalé. Les coulures du béton sont grattées. Les aspérités sont piquetées.
Les malfaçons sont reprises par un dégrossi dans l'attente du ragréage fin. Un mortier spécifique est utilisé pour traiter les joints de prédale. La planéité est vérifiée. Pour un béton surfacé avec parement soigné, la tolérance usuelle du DTU est de 7 mm sous la règle de 2 mètres. La planéité de la dalle est vérifiée au droit des portes et des points d'appui. Toutes surépaisseurs ou bosses sont éliminées tant que le béton est frais. L'aspect général est contrôlé, notamment l'absence de fissures. Les planchers avec poutrelles et ourdis. Voici un plancher réalisé avec des poutrelles et des ourdis. Différents types de planchers existent avec poutrelles en béton armé ou poutrelles en béton précontraint. Il existe plusieurs types de ourdis. Ourdis ciment, ourdis polystyrène. Le fond de forme du vide sanitaire doit être plan. Pour faciliter la circulation des ouvriers, il est souhaitable que la hauteur entre le fond de forme et le plancher soit de 1,50 m minimum. La charge est répartie sur une semelle en bois réglée de niveau. Les étais, pré-réglés en hauteur, sont positionnés. La filière est posée à plat dans le cas d'ourdis polystyrène. Voici des ourdis en polystyrène. Lors du coulage, le polystyrène ne se déforme pas sur la filière posée à plat. Ici, le bastin est à champ. Lors du coulage, le polystyrène s'écrase sur le champ de la filière. Un contreventement stabilise l'ensemble des filières. Les filières intermédiaires sont réglées de niveau. Le départ de la première poutrelle est tracé à partir du plan. Ici, la flèche donne le sens de pose. Le plan de pose du fabricant définit tous les paramètres à l'exécution du plancher. L'emplacement et le nombre de filières. Le repérage et la position des poutrelles. La nature des ourdis, le ferraillage et la classe du béton. Un contrôle de la zone d'appui est réalisé. Aucun acier ne doit gêner la pose des poutrelles. Les cadres ont un retrait suffisant. La surface d'appui doit être propre. Les longueurs des poutrelles sont contrôlées. Voici des poutrelles précontraintes, stockées sur une surface plane et stabilisées. Les cales sont positionnés aux extrémités.
Les cales doivent se superposer. Voici des poutrelles en béton armé. Des calages intermédiaires sont nécessaires. Les cales doivent se superposer. Les zones de levage sont situées aux extrémités. Il est interdit de lever dans la zone centrale, ici en rouge. La poutrelle a toute sa résistance dans sa position normale de travail. Dans cette position, la poutrelle n'encaisse aucune charge et se casse très vite. Les éventuels points faibles doivent être détectés avant la mise en œuvre. Les aciers provoquent des blessures graves. Il ne faut pas quitter des yeux la poutrelle en mouvement et se tenir toujours sur le côté. L'aspect rugueux du béton nécessite le port des gants. Cet appui doit être au minimum de 2 cm. L'ouvrier trace l'intervalle entre 2 poutrelles. La poutrelle est posée provisoirement en retrait de 1 cm. Un ourdi abîmé doit être éliminé. Seul un ourdi avec un appui franc est utilisé. Un ourdi est présenté à chaque extrémité. La poutrelle bloque les ourdis. Les ourdis doivent être bien bloqués entre les poutrelles. Les ourdis sont fragiles, certains peuvent se casser sous le poids d'une personne. Il faut marcher sur la poutrelle ou mettre dès que possible un cheminement, ici des planches. Le recouvrement des chaînages doit être suffisant. Le ferraillage de la table de compression est mis en place. Le recouvrement est d'une maille dans le sens de la répartition. Les fils porteurs sont perpendiculaires aux poutrelles. Les aciers chapeaux sont mis en place. Les planchers avec dalles alvéolées précontraintes. De par leur poids et leur grande dimension, la mise en œuvre des dalles alvéolées comporte des risques importants pendant la manutention et avant le clavetage. Les appuis doivent être de 6 cm minimum. Voici une poutre. La forme du cadre de l'armature permet un appui franc de 6 cm. Compte tenu des risques, il est recommandé de poser les dalles sur des filières de rive. Ce type de matériel est le plus sécurisant à ce jour pour la manutention des dalles alvéolaires.
Une autre méthode est utilisée. Ici, l'élinguage avec des sangles textiles. Les points d'élingage se situent aux extrémités, dans une zone de 80 cm maximum. La position des réservations détermine le sens de pose. La sécurité est assurée par des potelets accrochés aux dalles. Ici, un système de sécurité mobile. Ce système de sécurité mobile assure la protection des ouvriers. Le coulage des chaînages et le clavetage assurent la stabilité. Cette opération doit être réalisée rapidement. Aucune surcharge n'est autorisée avant le durcissement du béton de clavetage. Repli du matériel. Une aire plane et stabilisée est préparée. L'ensemble du matériel est nettoyé. Les poutrelles sont stockées par longueur, par section. Elles sont cerclées pour le transport. Les contreplaqués sont classés par dimension et cerclés pour la manutention. Le matériel est trié suivant 3 critères. Le matériel en état d'utilisation, le matériel à réparer, le matériel inutilisable. Le pas de vis est graissé. La goupille d'origine est en bon état. L'étai est replié et stocké dans un panier. Voici un pied d'étai abîmé. La rectification des étais est confiée au mécanicien. Les tours-échelles sont rangées dans le panier. Les accessoires sont rangés. Il manque des supports de lisse sur ces potelets. Ils sont nettoyés avant d'être réparés. Le palonnier est entretenu et vérifié par le mécanicien. Ce palonnier subit un contrôle technique annuel par un organisme agréé.